Bonjour à toutes et à tous. Et si on se posait une question un peu différente aujourd'hui? Et si le pouvoir, le vrai, ne résidait pas tant dans la force brute que dans la capacité à contrôler les histoires qu'on se raconte? C'est ce qu'on va explorer ensemble à travers un cadre de pensée qui pourrait bien éclairer d'un jour nouveau les dynamiques de notre société. Voilà, c'est cette question qui va être notre fil rouge, l'idée que le pouvoir ne vient pas forcément de celui qui frappe le plus fort, mais peut-être de celui qui maîtrise le mieux les apparences, les émotions et les mots. C'est parti! Alors, voici le programme. On va d'abord découvrir ce que sont ces 4 visages du pouvoir. Ensuite, on va zoomer sur le monde d'apparence qui en découle pour essayer de comprendre la logique, la psychologie de celui qu'on appelle l'obéissant. On verra qu'il existe un lien très fort, presque symbiotique, entre les figures du pouvoir. Et enfin, on explorera une porte de sortie, le chemin vers la sagesse. Allez, on commence par poser les bases de ce modèle. L'idée, c'est d'identifier 4 grands archétypes, 4 rôles qui structurent la façon dont le pouvoir s'exerce et se transmet. Et attention, point très important, on ne parle pas ici de personnalités figées, de cases dans lesquelles on mettrait les gens. Non, ce sont des schémas de comportement. N'importe qui peut, à un moment ou à un autre, incarner l'un de ces rôles en fonction du contexte. C'est plus une grille de lecture qu'un jugement de valeur. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces archétypes ne sont pas statiques, ils s'enchaînent dans un cycle. Tout part du guerrier, son pouvoir basé sur la force engendre l'obéissant. Mais un système où tout le monde obéit pour éviter le conflit, eh bien ça devient le terrain de jeu idéal pour le pervers. Sauf que le désordre et la souffrance qu'il finit par créer provoquent une prise de conscience, et c'est là que le sage peut émerger. Et ce nouvel ordre, pour être protégé, aura besoin de la force du guerrier. Et hop, la boucle est bouclée. Bon, maintenant qu'on a vu le cycle, on va faire un arrêt sur image. On va se concentrer sur une phase bien particulière, celle où le pervers est la figure dominante. Pour bien comprendre, rappelons-nous du guerrier. Son pouvoir, il est simple, il est direct. C'est la force physique, la menace. On sait qui est le chef, on sait pourquoi on obéit. C'est brutal, peut-être, mais au moins c'est clair. Tout est visible. Le pervers, lui, c'est tout l'inverse. Son pouvoir est beaucoup plus subtil, plus insidieux. Il ne s'appuie pas sur la force physique, mais sur la psychologie. Son arme, c'est la maîtrise des apparences, la manipulation des émotions, le contrôle du discours. C'est un pouvoir qui ne se voit pas au premier coup d'œil. Et on arrive maintenant au cœur du mécanisme. Parce que le pervers, tout seul, n'a aucun pouvoir. Il a besoin de son alter ego, l'obéissant. Alors essayons de comprendre ce qui se passe dans la tête de cet archétype. Et c'est là que tout se joue. L'obéissant ne se perçoit absolument pas comme quelqu'un de soumis ou de manipulé. Pas du tout. Pour lui, obéir est un acte moral. Il est convaincu d'être du bon côté, d'agir pour le bien commun, pour protéger l'harmonie. La contrainte n'est plus extérieure et physique, elle devient intérieure et morale. On peut presque entendre la petite voix dans sa tête. Face à des choses qui pourraient sembler incohérentes, il y a tout un tas de justifications. Oh, c'est sûrement plus compliqué que ça. Faisons confiance à ceux qui savent, c'est un mal pour un bien. En fait, en déléguant la responsabilité à des experts ou au bien commun, on s'évite la charge mentale de devoir penser par soi-même. Cette phrase, elle est absolument centrale. Elle révèle la plus grande peur de l'obéissant, la peur du désordre, du conflit, du chaos. C'est une peur si profonde que n'importe quel ordre, même un ordre fondé sur le mensonge, lui semblera toujours préférable à l'inconnu et à l'instabilité. Et du coup, quand quelqu'un vient critiquer ce système, l'obéissant a tout un arsenal de défense. De toute façon, on ne peut jamais être sûr de rien. C'est facile de critiquer, mais tu proposes quoi? Faut pas exagérer non plus. Ces arguments, ce sont comme des boucliers mentaux. Leur but, c'est de neutraliser la critique pour préserver une tranquillité d'esprit, même si elle est totalement artificielle. Mais alors pourquoi est-ce que ça tient? Pourquoi l'obéissant reste-t-il dans cette position? Eh bien parce que la relation avec le pervers n'est pas à sens unique. C'est en fait une sorte de symbiose. Regardez, en réalité, chacun y trouve son compte. Le pervers a besoin de la crédulité et de la loyauté de l'obéissant pour exister socialement et asseoir son pouvoir. Et en retour, l'obéissant a besoin du pervers. Il a besoin de sentir qu'il est quelqu'un de bien, qu'il est du bon côté. Et il a surtout besoin d'éviter de prendre ses responsabilités. C'est un échange de bons procédés en quelque sorte. Le pervers utilise le besoin de moralité de l'obéissant comme un levier. Et de son côté, l'obéissant utilise le discours du pervers pour justifier son inaction et se décharger de la responsabilité de penser. C'est un confort mutuel, un équilibre, même s'il est toxique. D'accord. Mais alors, est-ce que c'est une impasse? Est-ce qu'on est condamné à rester dans ce duo? Pas forcément. Parce que c'est justement de cette tension, de cette souffrance, que peut naître une nouvelle figure, le sage. Le point de bascule, le vrai déclic, c'est une prise de conscience.
C'est ce moment, souvent très douloureux, où l'obéissant comprend que sa bonne volonté, son désir de bien faire, participe en fait à un système qui fait du mal. C'est de cette contradiction devenue insupportable que la sagesse peut commencer à germer. Pour devenir sage, selon ce modèle, il faut en fait mener un combat sur deux fronts. D'abord, il faut affronter sa propre peur du conflit, cet héritage du guerrier. Et ensuite, il faut se défaire de la fascination pour le pervers, c'est-à-dire renoncer au confort et à la fausse sécurité que son système procure. Et on va se quitter là-dessus avec une question à emporter. Quand on observe le monde autour de nous, nos entreprises, nos institutions, nos relations, quels sont les comportements, quels sont les archétypes qui semblent être le plus souvent valorisés, récompensés? C'est une grille de lecture et elle peut nous en apprendre beaucoup. Merci de m'avoir suivi.